Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Thomas Ferrier. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas Ferrier a 34 ans, il est le secrétaire général du Parti Socialiste Unitaire pour la Nation Européenne, le PSUN, et cadre de la fonction publique. Oui, tout à fait, absolument. Donc on va parler de ce parti que peu de gens encore connaissent. Et c'est notre rôle de médiatiser des gens qui le sont peu. Alors, est-ce que déjà vous pouvez présenter le PSUN, depuis combien de temps vous existez? Alors, effectivement, on a été fondé en 2006 parce que mon initiative et celle d'une cinquantaine de personnes au départ, par rapport à un constat, c'est-à-dire qu'on constatait qu'aucun parti ne défendait vraiment l'Europe. Ni les partis institutionnels, ni les partis plus minoritaires, on va dire. Et donc, par rapport à ce constat-là, on s'est dit qu'il était nécessaire de fonder une structure européiste qui avait pour but d'unifier le continent européen. Donc c'est très ambitieux, on pourrait se dire, un parti politique comme ça, à partir de zéro, pour finalement unir un continent tout entier. Mais c'est vraiment l'absence, et d'ailleurs la surprise qui est cette absence, qui nous a motivés. Il est évident que si des structures préexistantes de qualité avaient existé, nous y serions ralliés naturellement, mais ce n'était pas le cas. Vous estimez qu'aujourd'hui le travail de l'Union européenne n'est pas probant? C'est-à-dire que l'Union européenne, elle a été fondée sur des principes économiques au départ. Alors certes, il y avait aussi une conviction européiste qui animait les pères fondateurs, mais on a bien vu très rapidement que le rêve européen s'est vite étouffé. C'est-à-dire que les États-nations classiques n'ont pas voulu réellement donner du pouvoir politique à l'Union européenne. Ils ont fait le choix de donner le pouvoir économique parce que ça les arrangeait. C'est plus facile d'appliquer les politiques libérales et contraire aux intérêts des travailleurs en faisant porter le chapeau à une entité qui s'appelle l'Union européenne. Il dit voilà, moi, Nicolas Sarkozy par exemple, je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre en place cette politique parce que c'est l'Union européenne qui me la demande. En réalité, c'est le choix des États d'avoir fait cette structure. C'est plus facile. Et on a constaté que finalement, que l'avancée politique de l'Europe, il n'y en avait pas du tout. On ne va pas du tout vers la démocratie européenne. Certes, il y a des élections européennes, mais on ne donne pas pouvoir aux parlementaires européens. Ils ne nous disent pas ce qu'ils font à Bruxelles, on ne sait pas, il n'y a pas de retour d'expérience. Donc il y a un vrai déficit démocratique et nous on veut vraiment une Europe politique. Et on a constaté que personne réellement ne voulait la faire. Beaucoup en parlent, mais quand il s'agit d'aller sur le concret, plus personne. Alors concrètement, ça consisterait en quoi cette Europe politique? Alors une Europe politique, ça veut dire, nous ce qu'on appelle la nation européenne, qui peut aussi s'appeler la République européenne, c'est l'idée d'un pouvoir européen unitaire, c'est-à-dire un gouvernement européen élu démocratiquement, éventuellement un président européen, une assemblée, un Sénat, une police européenne, une justice européenne. Alors évidemment, il y a un principe de subsidiarité qui serait conservé, c'est-à-dire que le but, c'est pas de légiférer, justement, et contrairement d'ailleurs à ce qui se passe aujourd'hui, sur la façon de faire le saucisson en France. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire, il faut respecter les traditions locales. Par contre, au niveau de l'armée, aujourd'hui, on voit bien qu'une armée européenne me paraît nécessaire. Mutualiser toutes les forces militaires européennes pour pouvoir réagir, Et alors pourquoi? C'est-à-dire que vous estimez que les États-nations ne sont plus à la hauteur? Oui, effectivement, parce que le problème, c'est qu'on a constaté... Donc la mondialisation, c'est un changement d'échelle. Par rapport à ce changement d'échelle, on a constaté que finalement, les politiques publiques et les États-nations classiques n'étaient plus en mesure de répondre aux exigences du monde moderne. C'est-à-dire qu'il y a un problème de masse critique. Au XIXe siècle, la masse critique était tout à fait possible au niveau des nations classiques de l'Europe, mais aujourd'hui, il y a de telles problématiques continentale et mondiale qu'un État-nation classique n'est plus en mesure de pouvoir les résoudre. On voit bien par exemple que même les États-Unis, il suffit qu'une agence de notation les dégrade et on voit le gouvernement américain en panique. Donc si les États-Unis, qui sont actuellement la première puissance mondiale, ont déjà du mal à pouvoir se poser un certain nombre de phénomènes économiques, mais il y a aussi des phénomènes climatiques et environnementaux, eh bien, on voit bien qu'un État-nation comme la France, avec 65 millions d'habitants, n'a pas les moyens. Mais est-ce que, justement, l'Amérique n'est pas le contre-exemple de votre théorie, puisque ils sont, comme vous l'avez dit, première puissance mondiale, ils sont gros, et pourtant, c'est un colosse au pied d'argile. Alors, ils sont gros, mais il y a toute une histoire. On peut considérer que les États-Unis, qu'on a appris à aimer ou à ne pas aimer, ou à haïr, de cette manière, n'existent plus. C'est-à-dire que la société américaine, WASP, qui a été la fondatrice de l'Amérique, est en train progressivement de perdre sa domination. Et puis il y a des phénomènes simplement d'absence, non pas seulement de sentiment unitaire, parce qu'il y a un sentiment unitaire américain qui est très fort, un patriotisme américain qui est très fort, mais qui cache aussi une jeunesse extrême des États-Unis,
C'est un modèle qui, comment dire, qui n'a pas du tout notre histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment, les États-Unis sont nés finalement du rejet de l'Europe. C'est fuir une Europe qui est persécutée, qui, comment dire, Limiter les leur libertés, liberté. voilà. Et donc il y a une mentalité qui est à la fois protestante, à la fois très libérale, qui est complètement, comment dire, je ne vais pas dire qu'elle est inexistante chez nous, mais c'est vraiment très différent chez nous. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a des réussites aux États-Unis, on le voit bien par exemple, que tous les Européens qui sont allés aux États-Unis, même si les Italo-Américains, les Gréco-Américains, au début ont quelques problèmes, le creuset américain, tant qu'il s'agissait d'immigration d'origine européenne, a marché. Même s'il y a eu des restrictions dans les années 20 et 30 sur l'immigration par exemple d'Italie ou des pays de l'Est. Et donc ça, c'est toute la preuve finalement qu'il y a quand même une européanité, une eurocompatibilité réalisée. Mais les États-Unis d'aujourd'hui, c'est un pays universaliste, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de nous, de toute façon. Oui. Mais pour rester sur la taille, Oui. moi ma question c'est, par exemple vous avez des pays comme la Suisse, où il y a la démocratie directe, ou des pays comme la Norvège qui ne font pas partie de l'Union Européenne, qui vont très bien. Alors je mets de côté ce qui vient de se passer en Norvège, mais sinon globalement le pays est très riche. Les gens là-bas sont très contents, enfin, sont très heureux, Oui. Le pays est plutôt puissant, alors que c'est petit. Alors, la puissance économique, elle est relative. Par exemple, on voit l'exemple de l'Islande qui est extrêmement petit, qui était 300 000 habitants. Effectivement, l'Islande, par exemple, elle s'est complètement effondrée économiquement. La Norvège a la chance d'avoir du pétrole, le pétrole de la mer du Nord, et qui lui permet d'avoir, comme l'Écosse d'ailleurs, une situation un petit peu plus favorable. Mais on constate bien que si on sort du domaine purement économique pour aller dans le domaine sociétal, on n'a pas le sentiment que la société norvégienne va bien. Alors justement, on n'évoquait pas le cas Breivik, mais qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une crise qui n'apparaît peut-être pas au niveau des chiffres du PIB, mais qui est là quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a des situations, il faudrait voir chaque situation, comment dire, prise individuellement. La Pologne n'a pas exactement la même situation économique que l'Irlande. Mais justement, si on reste sur la Norvège, tout avant cette affaire Breivik, tous les indicateurs étaient ouverts, c'est-à-dire vous aviez un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, un indice, je ne connais pas tous les indices, mais l'IHC qui était aussi parmi les plus élevés. Donc, et alors, pour revenir sur la Suisse, il n'y a pas de pétrole en Suisse, et il y a plutôt des montagnes, donc c'est pas quelque chose de très facile, et pourtant ils ont développé une économie en 100 ans à peine, avec des banques parmi les plus puissantes du monde, des industries pharmaceutiques et financières parmi les plus importantes aussi. Oui, tout à fait, c'est incontestable. Mais déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un pays comme l'Italie, la France ou l'Allemagne, qui sont des pays qui ont une problématique du fait de leur nombre d'habitants et de leur environnement quand même plus difficile. Mais je vais prendre un exemple concret. Si on regarde réellement au niveau des dépenses énergétiques, par exemple, quand on voit les pays qui investissent sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables, aujourd'hui, on n'a pas fait réellement le bilan économique de ce que ça représentait. Si on faisait un bilan économique, on pourrait avoir une prospective sans se rendre compte que c'est ruineux. Ça, c'est une thématique, justement, nous, on a une particularité qui est très, peu politiquement correcte aujourd'hui, qui est de considérer que le nucléaire reste, le moyen le plus sûr et surtout la source d'énergie la plus rentable possible actuellement. Et l'idée de renoncer au nucléaire pour promouvoir des énergies renouvelables qui n'en sont pas, qui ne fonctionnent pas, parce qu'on sait que les éoliennes posent plein de problèmes, le solaire n'est pas du tout rentable non plus, à moins de faire des centrales solaires dans des endroits très spécifiques et massivement. Mais là, il faudrait voir aussi quel est le coût de la maintenance, quel est le coût de l'entretien et de la réparation. Et on se rend bien compte que ce sont l'argumentaire anti-nucléaire de base, c'est un argumentaire irrationnel. C'est l'association d'ailleurs avec la bombe atomique. On le voit au Japon récemment où ils veulent justement faire un moratoire sur le nucléaire civil, mais en tenant compte d'Hiroshima. Il n'y a pas seulement Fukushima, il y a le drame récent, mais voilà, c'est le bombardement nucléaire, ça n'a rien à voir pourtant. Mais là en quoi votre discours est-il différent des partis de gouvernement en fait? Alors, c'est-à-dire que là, dans le cas du nucléaire, c'est le cas français, effectivement, parce qu'il y a eu un investissement qui a été fait, c'est difficile pour le Parti socialiste ou l'UMP d'aller dire aujourd'hui, le nucléaire, on va arrêter. C'est très difficile. Mais l'Allemagne le fait. Et pour moi, je pense que l'Allemagne met en danger la politique énergétique européenne tout entière, parce qu'aujourd'hui, il y a des interdépendances. Alors, qu'on soit pour ou contre l'euro au départ, l'euro, il est là. Sauf pour les pays, effectivement, comme la Norvège et certains autres pays qui, n'y étant pas, on ne peut pas parler de la même façon. Mais il y a une chose très différente entre rentrer dans l'euro et en sortir. Or, je pense que rentrer dans l'euro, ça crée des interdépendances avec tous nos partenaires, et ces interdépendances, on ne peut pas les revenir dessus aussi facilement qu'on peut le croire. Et alors, question un peu concrète, parce que là on parle en général et en théorie. Maintenant concrètement, avec vos
vos forces sur le terrain aujourd'hui, si vous voulez, si ce n'est arriver au pouvoir, en tout cas influencer sur la politique nationale, parce que j'imagine, et internationale, parce que Oui. vous ne faites pas ça pour rien, Non, bien sûr. comment vous pensez vous y prendre? Alors, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie politique au sens strict, c'est-à-dire électorale, et puis il y a une stratégie, on va dire, de lobbying. Bon, la stratégie électorale est forcément générale. Notre stratégie, c'est que nos discours européistes, ils ne se prêtent pas à des élections nationales. Je vois difficilement, encore moins élections régionales ou municipales, je vois difficilement expliquer à une présidentielle, on va faire l'Europe nation, c'est-à-dire que l'État français en tant que tel, il va perdre sa souveraineté dans tous les domaines politiques, il va devenir une forme d'euro-région au sein d'une grande république. D'abord, c'est pas le président de la République française qui peut décider de ça, il n'y aurait pas les moyens juridiques, politiques, etc. Et deuxièmement, on va dire, si on légitime finalement une présidentielle, on légitime le contraire de ce qu'on veut. Ouais. Seules les élections européennes nous paraissent pertinentes pour cet objectif. L'objectif des élections européennes, c'est à terme, avec des alliés bien sûr, de devenir majoritaire au Parlement européen. C'est finalement faire ce que les Français ont fait en 1789, c'est-à-dire qu'on a une entité qui s'appelait les États généraux en 1789, qui avait vocation à voter l'impôt. C'était convoqué par le roi, ça n'avait que ça comme vocation. Mais CIS, déjà 6 mois avant, avait théorisé toute une stratégie pour que finalement le peuple, qui n'avait pas son mot à dire, puisse s'exprimer. Et donc, finalement, ces États généraux ont servi de base à une assemblée nationale constituante autoproclamée qui s'est arrogé le pouvoir politique que le roi avait auparavant. Et nous, au niveau européen, c'est un peu la même idée. L'idée, c'est que si nous sommes avec nos alliés majoritaires au Parlement européen, eh bien, on autoproclame le Parlement européen Assemblée européenne constituante. Si on ne fait pas du tout le schéma de 2004 du traité constitutionnel de Giscard, où ce sont des gens dans des conciliabules, non représentatifs, non élus, qui décident entre eux de ce qui est bien et de ce qui est mal. Non, on part avec une Assemblée européenne constituante, avec un pouvoir provisoire, et qui va ensuite faire voter les Européens sur tous les sujets pour lesquels aujourd'hui ils ne sont plus consultés. Donc vous êtes pour des mécanismes de démocratie semi-directe au sein de l'Union européenne? C'est-à-dire que là, l'idée, on va prendre un exemple, justement l'exemple suisse est intéressant, qu'on soit pour ou qu'on soit contre la peine de mort. Si on est pour la liberté d'expression et pour la démocratie, personne n'a le droit de préjuger de la vie du peuple. Donc les Suisses en 1929 ont aboli la peine de mort. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait par référendum. Ils ont été consultés. C'est réversible à tout moment. S'il y a une pétition, je crois qu'il faut 100 000 signatures, s'il y a une pétition de 100 000 signatures en Suisse, eh bien le référendum sur la peine de mort est obligatoire. Et le peuple souverain décide, s'il estime par exemple qu'il y a une vague de criminalité importante, des crimes affreux, eh bien, il peut revenir sur ça. Et une fois qu'il est revenu, il peut évidemment repartir dans l'autre sens. Alors ça, on ne peut plus. Par exemple, les traités européens, que ce soit l'appartenance au Conseil de l'Europe, qui n'est pas une structure de l'Union européenne, ou qu'on soit simplement membre de l'Union, on n'a pas le droit de rétablir la peine de mort. Si on rétablit la peine de mort, on est privé d'un certain nombre de pouvoirs. L'État français est privé d'un certain nombre de pouvoirs au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'il est privé de participation à un certain nombre de décisions. Parce que nous-mêmes, dans notre Constitution, on a interdit... Et alors, on a blindé encore plus les choses, c'est-à-dire qu'on l'a blindé dans la Constitution. Alors, effectivement, là, une des raisons aussi de l'Europe-nation, c'est l'idée de ce qu'on appelle la table rase juridique. La table rase juridique, c'est une base révolutionnaire d'une manière ou d'une autre. C'est l'idée que maintenant, justement, à cause des traités, à cause des constitutions nationales aussi, puisqu'il ne faudrait pas avoir seulement les traités européens ou internationaux comme source de blocage, mais notre propre constitution est devenue notre bourreau, ou notre geôlier. Et on n'a plus les moyens, parce que s'il s'agissait de revenir sur la décision, simplement la décision d'interdire constitutionnellement la peine de mort, sans même la rétablir, il faut être majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, le Sénat qui est une force, destinée à bloquer toute réforme. Parce que le Sénat, il est élu de manière indirecte, et sa vocation a toujours été, empêcher toute réforme. Le général de Gaulle avait pris conscience de cela, c'est pour ça qu'il avait essayé de l'affaiblir, ou en tout cas de le transformer en une sorte d'assemblée des régions lors d'un référendum qu'il a perdu. Et effectivement, le Sénat, c'est quelque chose qu'on hérite de la Quatrième République, puisque de Gaulle, pour la Cinquième, est obligé de négocier avec les parlementaires de 1958, et ceux-ci ont maintenu le Sénat dans la structure. Et voilà, donc l'État français actuellement n'est pas réformable, c'est-à-dire que le gouvernement français n'a de pouvoir que pour faire des dégâts. C'est-à-dire dès qu'il faut faire une bonne politique pour améliorer les choses, etc., de toute façon il y aura un texte qui va bloquer. Ou le Conseil constitutionnel va dire « Ah oui, mais ça porte atteinte à tel article, etc. » Par contre, s'il s'agit d'innover, de créer des structures, par exemple le mariage homosexuel, ça on peut le faire. Une fois que c'est fait, par contre, on ne peut jamais revenir en arrière. Alors la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est que le peuple a le droit de se tromper, il peut revenir en arrière, il peut changer d'avis. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un système de cliquet, en fait. Oui, une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Mais
l'expression que vous avez employée de table rase me rappelle beaucoup de souvenirs douloureux. Alors oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé la table rase juridique, qu'il ne s'agit pas de faire autre chose. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un système informatique. Vous avez un ordinateur, vous avez un système d'exploitation, puis vous avez, avec le temps, il a chopé des virus, vous avez des bugs partout, etc. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une réinitialisation du logiciel, et puis par exemple, vous installez un nouveau logiciel d'exploitation plus moderne, qui marche mieux. Donc, ben, c'est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire que les données sont perdues. Les données, les gens ne sont pas des logiciels. Bien sûr, mais alors, la comparaison, c'est de dire que finalement, tout ce qu'on appelle la culture, la civilisation, notre héritage, ben, il est sauvegardé. Il n'est pas du tout impacté au contraire, par cette réforme. Vous ne voulez pas le remettre en cause? Pas du tout. C'est-à-dire que en fait, la réforme juridique, c'est que simplement on réinitialise toutes les constitutions nationales, tous les traités, on repart à zéro. On n'est plus enchaîné par tout cela. D'accord. Alors, dernière question, puisqu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité. Vous avez parlé, puisque je vous ai posé la question sur la stratégie pour arriver au pouvoir. Moi, ma question, elle est simple. C'est comment vous faites, puisque vous m'avez parlé de lobbying, avec qui est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous allier? Est-ce que ce serait plutôt l'UMP, le PS, des partis souverainistes, Front National ou d'autres qui seraient les partis de votre choix? Effectivement, nous, on n'a pas de stratégie actuellement, en tout cas, de considérer qu'il y a des limites à l'alliance. C'est-à-dire qu'on s'allie avec tous ceux qui se reconnaissent dans l'Europe, qui ont envie de défendre la civilisation et la culture européenne, et qui pensent qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est pas possible de la défendre autrement que par, à minima, l'Europe fédérale. Or, il y a énormément de gens qui partagent cette opinion-là, y compris les gens qui aujourd'hui se définiront comme souverainistes, par exemple, parce qu'ils constatent simplement, ils ont un principe de réalisme, ils ne voient rien qui va dans le sens d'une Europe politique, donc ils se disent, moi je constate que l'Europe actuelle ne va pas dans le bon sens, je préfère freiner les cas de fer, voire revenir en arrière, parce qu'on ne me proposera pas de toute façon une Europe telle que je la souhaiterais. Bon, après, il est vrai que si on se met maintenant dans une logique plus nationale, par exemple pour les présidentielles de l'année prochaine, il est évident que si on compare l'UMP et le PS, eh bien, les propositions de l'UMP font davantage dans le sens, en tout cas, de freiner la décadence. Ça ne les résoudra pas, et aucun gouvernement aujourd'hui n'aura les moyens de résoudre les problèmes des Français et des Européens. Par contre, on peut limiter la casse. Et le modem, vous voyez une différence ou pas? Le modem, aujourd'hui, je ne le vois pas trop présent. C'est vrai que François Bayrou avait une position à une époque assez européenne, mais aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler d'Europe, jamais. Donc, et c'est justement un peu des travers de la politique, c'est qu'on voit bien que l'Europe politique que tout le monde prône, on voit bien que personne ne veut la faire, puisque dès qu'il s'agit d'en parler, plus personne ne se présente. Ni Bayrou, ni personne. Bon, très bien, ce sera le mot de conclusion. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Thomas Ferrier d'avoir accepté m'avoir offert cette possibilité. C'est normal, puisque à ma connaissance, on ne vous a jamais vu à la télévision encore? Non, pas du tout. Ni dans les grands médias. Malheureusement, l'accès médiatique est extrêmement contraint. Mais d'où l'intérêt d'Internet, et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles idées. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais au moins on connaît. Voilà, c'était l'objectif. Et la liberté, c'est de pouvoir faire le véritable choix, c'est-à-dire celui qui permet de vraiment choisir. Oui, c'est l'information qui permet au peuple de choisir sa voie. Voilà. Tout à fait. Donc, n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Souscrivez pour soutenir Enquête et Débat, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.